Espace TV. Espace TV, le journal de 13h. Les forces sociales mettent en garde contre toute tentative de changement de la constitution guinéenne. Dans une déclaration, elles dénoncent la mauvaise gouvernance, l'impunité, le mensonge d'État, des mots durs qui assaillent le pays. La presse guinéenne compte manifester ce mardi 2 avril à Conakry, dans la commune de Kaloum. Elle dénonce l'arrestation du journaliste Lansana Camara ainsi que les multiples tentatives de musellement que subissent les journalistes ces derniers temps. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition d'information. Une déclaration musclée des forces sociales vis-à-vis de tous les promoteurs d'un troisième mandat. Toutes les forces vives du pays sont invitées à se lever comme un seul homme pour faire barrage à toute velléité de changement de la Constitution, la mauvaise gouvernance, l'impunité, le mensonge d'État, des mots très durs pour décrire des mots qui assaillent le pays. Mamadou Sadio Baldé et Alex Amara Silla reviennent sur le contenu de cette déclaration. Les forces sociales ne nient pas les résultats obtenus par la gouvernance Alpha Condé. Mais des points noirs ont fini par entacher le bilan du régime actuel. La poussée de l'ethnostratégie et la banalisation du viol des lois par les autorités, les atteintes aux libertés de la presse, l'arrogance et la stigmatisation dans les discours officiels, les élections contestées, le déni de droits aux citoyens, la préférence de la répression sous l'appellation ordre à la loi, l'anéantissement des voies de recours, l'instrumentalisation de l'appartenance communautaire jusque dans les hameaux, la généralisation de la corruption et du mensonge d'État. Eu égard à toutes ces dénonciations, une modification de la Constitution serait un projet aux conséquences imprévisibles. Le projet de troisième mandat est une illusion suicidaire pour ses promoteurs, quelle que soit l'approche qui sera envisagée pour le réaliser. Car non seulement il est à contre-courant de la marche du monde et de l'histoire, mais aussi des nobles aspirations de notre peuple. Tout n'est pas totalement perdu si les âmes sensibles au respect des règles se lèvent pour empêcher toute dérive à la Guinée, conclut le porte-parole. La CEDEAO, l'Union africaine, l'Organisation des Nations Unies, l'Union européenne, afin qu'ils prennent dès maintenant des initiatives pressantes pour prévenir tout acte susceptible de provoquer des affrontements et l'instabilité des institutions en Guinée. Au regard de la situation sociopolitique actuelle, le syndrome de 2009 guette la Guinée. Il est temps que les autorités morales se fassent entendre pendant qu'il est encore temps. Les magistrats, notamment avocats et notaires à l'école du blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. La formation se déroule sous l'auspice de la cellule nationale de traitement des informations financières. L'idée est d'anticiper, mais surtout freiner le financement du terrorisme. Certes, la Guinée n'est pas directement concernée, mais le gouvernement s'engage dans la dynamique de l'anticipation. Alseni Bari, Amara Alex Silla. Durant 3 jours, ces différents avocats, notaires, seront outillés sur l'article 5 de la loi relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux en Guinée. L'efficacité de cette lutte dépend de la qualité de coopération entre les entreprises, les transferts d'argent, les ONG, les compagnies d'assurance et la cellule nationale de traitement des informations financières, CENTIF. Le terrorisme menace tous les États. Nous, notre combat, c'est la lutte contre le financement du terrorisme. Parce qu'on se dit que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Donc partout où les organisations terroristes, les individus essaient de commettre des actes terroristes, c'est que derrière, il y a d'autres groupes qui les financent. Ce sont justement, notre combat, c'est assécher justement ce financement-là, ce financement de ces organisations terroristes. Dans ce cas-ci, il s'agit d'abord de sensibiliser avant de réprimer. La Guinée, à l'instar de plusieurs pays, est confrontée aux menaces terroristes. La tenue donc de cette rencontre vise à renforcer les capacités des magistrats contre la délinquance financière et la criminalité organisée. Vous devrez être en mesure, après cette formation, de comprendre non seulement les notions de blanchiment
de capitaux et de financement du terrorisme, mais aussi et surtout vos devoirs en tant qu'assujettis, définis par les 2 lois sur la LBC-FT. Ainsi, vous puissiez participer activement à cette lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Pour faciliter le combat, l'État guinéen a déjà mis en place la CENTIF, le Comité technique national de suivi des activités du GIABA, mais surtout la mise en place de la commission consultative de gel administratif. La presse guinéenne compte manifester ce mardi 2 avril à Conakry, dans la commune de Kaloum. Les hommes de médias portés par le syndicat de la presse privée entendent dénoncer l'arrestation du journaliste Lansana Camara ainsi que les multiples tentatives de musellement que subit la corporation ces derniers temps. À cet effet, le syndicat des journalistes a été reçu par la mairie de Kaloum. La validation de l'itinéraire était le point fort de la rencontre. Reportage Abdoulaye Sadio Diallo, Aliouba. L'itinéraire est certes changé, mais la marche de protestation contre l'arrestation du journaliste Lansana Camara aura bien lieu ce mardi. Lundi matin, le syndicat de la presse privée de Guinée s'est entretenu avec la commune de Kaloum où doit se tenir la manifestation prévue à 10 h. Après avoir échangé avec le secrétaire général de la mairie, les syndicalistes de la presse ont été introduits dans le bureau de Madame le maire. Quelques minutes de discussion et voici le compte-rendu de l'entretien. Ce qu'il faut retenir comme information principale, la marche du syndicat prévue ce mardi est autorisée par la mairie de Kaloum. Seulement il y a eu une modification autour de l'itinéraire. Donc au lieu de quitter la HAC, autorité de la communication pour le ministère de la Justice, cette fois-ci, le point de départ ce sera au niveau du rond-point du port autonome de Conakry. C'est de là qu'on va marcher en passant par le ministère des Affaires étrangères qui est le ministère plaignant et puis on continue directement au niveau du ministère de la Justice. Et toutes les dispositions sont en train d'être prises au niveau de la mairie pour un encadrement professionnel de notre marche. D'autres actions de défi contre ceux qui veulent museler la presse guinéenne seront aussi enclenchées dans un bref délai, avise le syndicaliste. Après la marche, il y a des activités qui sont prévues. Il y a la synergie des radios, une synergie qu'on va mettre à profit pour parler essentiellement de la loi L002 qui est ignorée par certains ministres qui ne comprennent pas comment est-ce que fonctionne un état de droit. Donc on va leur dire voici ce que dit la loi. Cette loi fait qu'un journaliste ne devrait pas se retrouver en prison s'il a agi dans le cadre de l'exercice de son métier. Pour défendre la liberté d'expression, la presse est appelée à la solidarité. Et puis il faut demander une forte mobilisation de la part des confrères. Donc il faut venir arrêter vos émissions. Seulement il faut laisser quelques-uns qui vont faire les directs. En Guinée, la liberté de la presse est sous menace ces derniers temps. Le syndicat de la presse privée ne compte plus dormir sur ses lauriers. Le corps en état de décomposition d'un étudiant en licence 3 télécom a été retrouvé dans la matinée de ce lundi dans une fosse remplie d'ordures à Madina, précisément à Avaria. La victime, Ibrahima Fernand Souma, 25 ans, était recherchée depuis samedi dernier par sa famille. Les parents de la victime ont bien reconnu leur fils, même si pour le moment aucun renseignement clair n'est donné sur les circonstances du décès. Reportage Abdoulaye Sadio Diallo, Aliouba. Nous sommes à Avaria, aux environs du marché Madina. Une odeur nauséabonde incommode cette bande de curieux. Cette odeur est dégagée par ce corps d'Ibrahima Fernand Souma, engouffré dans ses ordures. L'étudiant de 25 ans a été recherché par sa famille depuis samedi. La découverte macabre a eu lieu ce lundi matin. Le père de la victime, qui s'est rendu sur les lieux, a vite reconnu son fils. Le corps qu'on vient de retrouver, c'est celui de mon fils, Ibrahim Fernand Souma. Il a 25 ans, étudiant, disons, en télécommunication, 3e année, Université Mohamed VI. Il est sorti, il a quitté le 30 mars, samedi, pour le palais. Après le palais, on ne l'a plus revu. Dans cette affaire, il y a une chose qui étonne.
C'est qu'après le concert auquel le jeune a assisté samedi au Palais du Peuple, il était revenu jusque dans son quartier avant de prendre une destination inconnue. Ses amis l'ont revu dans le quartier vers 0h, pardon, je m'excuse. À 0h, on l'a retrouvé. On ne sait pas par quel miracle, il s'est encore retrouvé vers Madina. Sur place, la police judiciaire et la police scientifique étaient à pied d'œuvre. Arrive alors le ministre du Budget, Ismaël Djoubaté, présenté comme l'oncle de la victime. La procédure s'accélère. Les sapeurs-pompiers pulvérisent les lieux, sortent le corps des ordures, l'emballent et l'embarquent. On ne donne pas du temps à la presse pour connaître la destination du corps, encore moins les détails qui entourent cette découverte macabre. Des sources anonymes rapportent tout de même qu'il y a des traces de violence sur le corps, même si pour le moment aucune confirmation officielle n'est donnée. Une femme a tué son époux dans la nuit du samedi à Sonfonia, dans la commune de Ratoma. Aminatou Diallo, c'est son nom, aurait poignardé son mari avec un couteau sur sa poitrine. Chauffeur de profession, il a succombé à ses blessures quelques heures plus tard. Aminatou Sidibé, Abdoulaye Kamara. Avant d'être poignardé, Mamadou Boboba s'est chaudement disputé avec sa femme. C'est au cours de cette violente dispute qu'elle lui aurait planté le couteau dans la poitrine. Selon le témoin, ils ont été alertés par les cris de la victime. Arrivé sur les lieux, Mamadou Bobo baignait déjà dans son sang, avant que les médecins ne les réfèrent à l'hôpital sino-guinéen. Il est en train de battre, il est avec son bébé. Le bébé est tombé. Je lui ai dit de chercher. Après, j'ai laissé le bébé là-bas, j'ai sorti. Et j'ai trouvé l'autre. Dès que j'ai sorti, l'autre là m'avait appelé. Kota Lassane, ma femme m'a tué. Mamadou Bobo a rendu l'âme en cours de route. Il se lamentait et pleurait de douleur, nous a confié son frère. On a pris mon jeune frère, on a mis là-bas, on a envoyé à Sino-Guinée. On a envoyé au cours des voyages, il y a trop de l'embouteillage. Surtout entre 21h et 22h, il y a beaucoup de l'embouteillage. Au moment qu'on a rentré là-bas, le monsieur est mort. Alerté, le chef de quartier a ordonné que la meurtrière soit mise en sécurité. Quelques heures après, elle a été transférée au commissariat central de Sonfonia. Suite à cette disposition prise, on a tenu informé le central qui a envoyé la pick-up et on a convoyé la femme. À l'heure où je vous parle, du samedi de 23h, jusqu'ici, la femme est dans les mains de la police au niveau du commissariat central de Sonfonia. Le couple a un enfant de 2 ans. Le jeune Mamadou Boboba, chauffeur de son état, a été enterré dans l'après-midi de ce lundi au quartier Tombolia. L'autonomisation de la jeune fille mère, une nécessité pour son épanouissement. Ce samedi, les autorités communales de Matam ont initié des séries de sensibilisation permettant aux jeunes filles et femmes leaders d'acquérir des compétences dans le domaine de l'entrepreneuriat et en matière de prise de décision. Mohamed Valek Touré, Alseni Kamara. L'initiative vient de la vice-maire de la commune de Matam en vue de sensibiliser les jeunes filles sur l'éducation sexuelle et l'insertion socio-professionnelle des femmes leaders. Mettre en activité les mères de famille et outiller les jeunes sont entre autres objectifs assignés par ces femmes. Je voudrais rassurer chacun et tous de la ferme volonté de tout Matam à soutenir tous les programmes et projets favorables au développement et à l'autonomisation de la femme en Guinée. Je voudrais exprimer toute notre reconnaissance aux partenaires techniques et financiers pour les immenses efforts dans la mise en œuvre des projets de développement en faveur des femmes. Ce projet permet aux jeunes filles d'apprendre un métier afin d'obtenir un emploi, de se prendre en charge, le développement de l'estime de soi, de la faculté d'envisager l'avenir avec optimisme et de se fixer des objectifs sont des thèmes qui ont dominé le débat.
Ces femmes sollicitent un centre d'autonomisation pour la couche juvénile. C'est pour montrer que les femmes aussi sont capables de quelque chose, que les femmes aussi ils ont leur force, ils ont une volonté d'accompagner la propriété de la commune, d'accompagner tout ce qui est les bonnes choses comme action à entreprendre dans la commune. Notre souci principal aujourd'hui, c'est d'avoir un centre d'autonomisation pour les filles et les jeunes aussi, pas seulement les filles, mais la jeunesse aussi en a besoin. Et aussi un centre d'écoute pilote pour l'éducation sexuelle dont on a eu le privilège d'avoir une formation là-dessus, pour permettre aux filles de connaître comment utiliser son corps. Les autorités communales de Matam planifient en priorité des programmes de soutien aux activités des femmes pour leur épanouissement. Les formateurs reconnaissent que les cours sont importants pour aider les jeunes à acquérir des connaissances et compétences en matière de prise de décision. La communauté malienne de Guinée déplore les violences enregistrées contre les Peuls du Mali. Elle invite à la retenue et à la solidarité entre Dogon et Fulani. C'était ce samedi à l'occasion de la clôture du mois de la femme. Par ailleurs, les femmes maliennes et guinéennes ont sollicité l'ascension aux femmes dans les différents postes de responsabilité. Alseni Bari, Yacouba Traoré signent ce compte rendu. La communauté malienne de Guinée sèche ses larmes après les violences ethniques ayant coûté la vie à plus de 150 personnes. Loin du pays, mais près du cœur, le président de l'association Vision Nouvelle, malien de nationalité, invite ses compatriotes à la retenue. J'appelle la sérénité et j'appelle la tolérance. Quand il s'agit d'un affrontement entre ethnies, il est vraiment nécessaire de se préserver, de faire très attention et qu'ils sachent que et Peul et Dogon, ils sont tous des Maliens. Et le Mali est indivisible, le Mali est un, qui se retrouve très rapidement pour trouver une solution à cela. Ce samedi clôture le mois de la femme. En toile de fond, les thèmes paix et sécurité pour le Mali, autonomisation de la femme au foyer pour la Guinée. La paix au Mali est donc le leitmotiv de cette célébration. Femmes du Mali, femmes de la Guinée, femmes de l'Afrique, femmes du monde entier, soyons la lumière de la nuit pour montrer le chemin de donner l'espoir pour la paix. Montrons aux hommes que nous les femmes sommes au début et à la fin. Agissons, battons-nous pour une Afrique émergente, prospère, où l'accalmie régnera. L'accompagnement est symbolique et rempli d'ambition. Le souhait est la parité entre hommes et femmes du monde entier. Presque tous les gouvernements africains, il y a 30% des femmes qui sont impliquées, surtout dans les grandes décisions. Donc nos souhaits, que cette parité soit augmentée, va plus que cela. Même à 50%, c'est mieux. Parce que les femmes, ils se résignent, les femmes sont vraiment responsables. Et quand ils prennent des décisions, c'est vraiment mûri. Ces défis restent tout de même difficiles à relever avec le poids des cultures et traditions africaines. Tougué, frappé de plein fouet par l'exode rural, la préfecture est abandonnée quasiment par les jeunes. Cela affecte considérablement l'aspect social de la localité et tant d'autres effets négatifs. Par ailleurs, l'exode rural est un phénomène qui touche aussi les autres préfectures du pays. De retour de Tougué, voici le reportage de Djibril Ba et d'Alseni Kamara. Sur la préfecture de Tougué souffle le vent de l'exode rural. La localité est vidée de tous ces jeunes partis en aventure à la recherche de meilleures conditions de vie. Pourtant, l'endroit, il y a plus d'une décennie, avait un visage contraste à celui d'aujourd'hui. L'horizon présageait un avenir clément aux habitants. Quand tous les bras voyants, je veux dire, les bras solides, les jeunes, arrivent à quitter un lieu, c'est ce qui arrive. C'est-à-dire, c'est comme si un père de famille abandonnait sa propre maison. Donc, qui pourra faire le travail de ce père de famille? Ce n'est pas les enfants. Qu'il s'agisse du centre urbain que dans les villages de Tougué, les conséquences de l'exode rural se font sentir. Nos interlocuteurs sont alors partagés par ce sentiment d'abandon des lieux qui méritent une attention. Tout le monde sont partis. Cela est dit la malgouvernance. Moi je disais peut-être que ce sera la malgouvernance. Baldé pense qu'il y a des alternatives pour remédier à cela. Dans cette préfecture, il fait partie des rares jeunes qui acceptent d'y rester. Si nous-mêmes nous n'arrivons pas à prendre conscience que ce que nous sommes en train de vivre là est en partie causé par nous-mêmes, je ne pense pas que ça pourra marcher. Et à cela, je pourrais lancer un appel à tous les jeunes de Tougué de se donner la main, de se muer
comment je vais dire, en association. Tougué, ville centenaire, difficile à se remettre, elle figure parmi les préfectures les plus enclavées de la Guinée. Football à présent, avec cette question que doivent se poser tous les supporters du Sidi National. Dans quel état se trouve Mohamed Yattara après les blessures? Mais nous avons assisté à son retour sur le terrain. C'était vendredi face au Paris FC, match comptant pour la 30e journée de Ligue 2 française. Notre correspondant en France, Karim Baldé, l'a rencontré. Voici son compte rendu. À chaque chose, malheur est bon. L'adage peut s'adapter à Mohamed Yattara. Malgré la défaite de son équipe de l'AGOCR, ici au Stade Charletti face au Paris FC dans le cadre de la Ligue 2, Mohamed Yattara retrouve du temps de jeu. Il a joué toute une période ce vendredi soir du côté de la capitale française. Même s'il n'a pas marqué, en tout cas ça lui permet de reprendre confiance au niveau de son physique, lui qui a longtemps été miné par les blessures. Après la rencontre, on a évoqué ce match, mais aussi la sélection pour donner un peu le sourire à notre Hello national. La CAN approche, il en a dit quelques mots, notamment du bilan des éliminatoires de la CAN. Écoutez-le au micro de Louis Decroix. Bien avant ces tours préliminaires, on sait qu'on était sur une mauvaise note, on va dire, parce qu'on était sur 2 revers à domicile contre le Congo et contre la Tunisie. Donc on était bien attendu par le public. Et heureusement, on a bien répondu présent. Parce que personne ne voyait finir devant la Côte d'Ivoire. Derrière, on a fini devant la Côte d'Ivoire. Donc c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Maintenant, c'est passé. Il y a la CAN qui va arriver. Quand tu vois la Zambie qui a gagné la CAN il y a 4 ans en arrière, c'est pour ça. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible dans la CAN. En attendant la grande Coupe d'Afrique des Nations, ce sera en Égypte en juin prochain. Mohamed Yattara se concentre sur son club. La GECR en grande difficulté dans le championnat de France de Ligue 2, avec seulement 4 points d'avance sur le premier relégable, en l'occurrence l'AS Nancy-Lorraine d'Ernest Seca. Ici Karim Baldé avec Louis Decroix pour les images depuis Paris pour Espace TV. Voilà, c'est la fin de cette édition d'information. À tous, merci de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe technique. L'actualité se poursuit sur Espace TV.